Alors bonjour, une petite vidéo pour vous présenter des thèmes assez compliqués, les chromosomes, l'ADN, le gène, les allèles et même les protéines. C'est quoi ce bordel? Donc on va essayer de revoir tout ça, donc c'est en partie dans le programme de première S de SVT, et c'est important de bien le maîtriser pour le programme de terminale S, et même pour comprendre pas mal de choses dans l'évolution de la génétique dans la vie quotidienne. Donc c'est parti, accrochez-vous bien, c'est un peu compliqué. Donc on va revenir pour commencer à ce qu'est un chromosome. Donc voilà une image d'un chromosome, de deux même. On va essayer de comprendre de quoi il est fait, donc sa structure. Donc les chromosomes, ils sont contenus dans le noyau, ils sont sous forme de longs filaments la plupart du temps, et parfois ces filaments se condensent, c'est-à-dire qu'ils s'enroulent autour d'eux-mêmes pour former la structure que vous connaissez en général mieux, qui sont les chromosomes à deux bâtonnets ou à un bâtonnet. Donc les bâtonnets, je vous rappelle, ça s'appelle des chromatides. Donc ce long filament, si on le déroule totalement, eh ben on voit qu'il est constitué d'une molécule. Cette molécule, c'est l'ADN, ou DNA en anglais. Et donc cet ADN est composé de 4 nucléotides, A, T, C, G. A pour l'adénine, T pour la thymine, C pour la cytosine et G pour la guanine. Donc voilà, normalement vous devez comprendre que votre chromosome, il est composé de la molécule d'ADN, et on va voir maintenant que la molécule d'ADN, elle porte l'information qui est nécessaire à la fabrication des protéines. Alors, l'ADN en tant que tel, donc le fil, vous voyez une représentation moléculaire de l'ADN, donc c'est des molécules, c'est comme en physique-chimie, vous avez les petites boules grises pour le carbone, les rouges pour l'oxygène, etc. Donc si on simplifie un petit peu, vous obtenez ça. Donc vous avez, ce que vous devez retenir, c'est que l'ADN, c'est une séquence de nucléotides A, T, C, G, et voilà, ça ne s'arrête pas, ce n'est que ces 4 molécules qui s'enchaînent, 4 lettres, qui s'enchaînent à l'infini, bon presque. Vous en avez en tout cas plusieurs millions dans chacun de vos chromosomes. Alors comment ça fonctionne? Donc une séquence de nucléotides dans l'ADN code un message. Donc c'est une sorte d'information, l'ADN, et quand une partie code un message, on appelle ça un gène. Donc là, je vous ai mis l'extrait d'un gène qui code pour la protéine globine, qui est une protéine qui rentre dans la configuration de l'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène dans votre sang. Donc si vous prenez cette séquence de nucléotides, votre corps va la transcrire tout d'abord en une molécule intermédiaire qu'on appelle l'ARNM. Donc je simplifie, c'est un peu plus compliqué dans la réalité, mais on va faire les grandes étapes. Donc cette molécule d'ADN, cette séquence d'ADN va devenir une séquence d'ARNM, c'est la transcription que vous avez vu en première S, et cette séquence donc va être ensuite traduite en une protéine. Une protéine, c'est l'assemblage d'acides aminés, et cet assemblage, il se fait grâce à l'information qu'il y avait sur l'ARNM, donc grâce à l'information qu'il y avait sur l'ADN. Donc si on schématise encore plus, vous avez un gène qui va donner une protéine. Alors dans la réalité, un gène peut donner plusieurs protéines, mais voilà, faut tenir ça. Et la protéine va définir le caractère, c'est-à-dire le phénotype. C'est le lien qui est lié entre la protéine et le phénotype. Donc la protéine exprime le phénotype de l'individu. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, je tente une petite métaphore. Donc si vous recevez des pièces d'une maquette d'un avion avec ces petits autocollants, vous ne savez pas comment fabriquer l'avion. Donc ces pièces-là, ça va correspondre aux acides aminés des protéines. Et vous avez plein de petites pièces, une vingtaine, qui se baladent dans vos cellules et dans votre corps, et qui ne sont pas assemblées. Et pour les assembler correctement, il faut une information. Donc l'information, ça va être le guide. À gauche, là, on vous dit, vous prenez tel morceau, vous le mettez là, vous mettez de la colle, etc. Et à la fin, vous allez obtenir la protéine, donc ici l'avion, qui va avoir une action qui va ici voler, mais vous, dans votre corps, elle va transporter l'oxygène ou faire plein d'autres actions. Et il suffit que le guide, le manuel, ait une information un peu différente, et vous allez par exemple coller un autocollant à un autre endroit, et votre avion, il ne va pas tout à fait être pareil, et donc il ne va pas forcément fonctionner tout à fait pareil. Et donc ça, ce sont les variations qu'il peut y avoir au niveau des séquences, qui vont être assez importantes, on va le voir par la suite. Donc voilà la métaphore de la maquette, pour ceux qui n'auraient rien compris. Alors on continue. Donc, un gène, on revient à notre petit gène, donc notre séquence d'ADN, il est localisé sur le chromosome à un endroit précis. Donc là, vous avez un chromosome 1 qui est représenté avec différents gènes, il y a plusieurs centaines de gènes sur un chromosome. Alors en tout, dans une seule cellule, vous avez environ 20 000 gènes.
sur tous vos chromosomes. Donc là, vous avez un détail de ce qui se passe donc sur un chromosome. L'endroit où est situé un chromosome s'appelle le locus. Et quand vous devez parler de plusieurs gènes, eh ben vous appelez ça les loci. C'est l'endroit où sont situés les chromosomes les gènes sur vos chromosomes. Alors, un humain possède 23 paires de chromosomes dans chaque noyau de chaque cellule somatique. Et on appelle ça le karyotype, ça vous l'avez vu au collège. Donc les cellules somatiques, ce sont les cellules qui ne rentrent pas en compte dans la reproduction. Donc on verra aussi par la suite que les cellules reproductrices ont des particularités au niveau des chromosomes. Donc pour l'instant, retenez ça. Vous avez 23 paires de chromosomes dans chaque noyau de chaque cellule somatique. Certaines cellules n'ont plus de noyau, hein, comme les globules rouges, je le précise, mais elles l'ont perdu lors de leur formation. Donc elles n'ont pas de chromosomes non plus. Alors maintenant, on repart sur nos chromosomes, on prend une paire de chromosomes. Donc vous avez 23 paires, ici j'en ai pris une. On prend la paire numéro 3 par exemple. Donc vous avez un chromosome à gauche, un chromosome à droite. Chacun ici des chromosomes a 2 chromatides, d'accord, 2 bâtonnets. Donc vous avez ici 2 chromosomes qu'on appelle homologues, parce qu'ils ont la même taille, ils se ressemblent, et on va voir aussi qu'ils portent les mêmes gènes, et on peut l'appeler aussi une paire de chromosomes. Alors sur ce chromosome ici, je représente un gène, le gène A par exemple. S'il est à cet endroit, à ce locus sur le chromosome de gauche, il va être au même locus sur le chromosome de droite. Et si je représente le gène B en jaune sur le chromosome de gauche, il va être au même endroit, sur le chromosome de droite. Et ce sont les mêmes gènes. D'accord? Donc comme on possède 2 chromosomes par paire, on a donc 2 fois le même gène, voire 4 fois comme ici, quand les chromosomes sont répliqués. Alors le gène A, on peut imaginer qu'il code, dans notre exemple, pour une protéine qu'on appelle la globine, donc celle qu'on a vue au départ, et par exemple le gène B code pour une autre protéine qu'on appelle l'opsine. Donc ça c'est pour donner l'exemple, hein, c'est pas la réalité. Donc on va voir que c'est un peu plus compliqué, parce que dans la réalité, il existe des versions différentes des gènes. C'est-à-dire que vos chromosomes, celui-là j'ai changé un peu la couleur, donc le bleu clair vient d'un des parents, de la mère par exemple, et le bleu foncé vient d'un autre parent, du père. Donc il y a des différences au niveau de vos gènes. Donc ces différences ici, en fin de compte, le gène A, la séquence qui le compose n'est pas identique totalement avec la séquence qui compose le gène A sur l'autre chromosome. Donc on parle alors d'allèle. Donc ici on pourrait imaginer que c'est l'allèle A2. C'est une version du gène A, c'est toujours le gène A, mais c'est une version un peu différente. Et l'allèle A1, par exemple, pour le chromosome bleu foncé. Et de la même façon, pour le gène B, vous avez des versions différentes. Donc pour le gène A, par exemple, qui code la protéine globine, quand vous avez la version de type A2, vous fabriquez une globine, mais quand vous avez la version A1, vous fabriquez aussi une globine, mais elle est un peu différente. Alors, parfois, ça peut pas poser de problème, cette différence, parfois, ça peut être très grave, comme on pourra le voir dans d'autres exemples. Et de même façon pour B, donc B fabrique de l'opsine, l'allèle B1 entraîne la fabrication d'opsine, et l'allèle B4 permet aussi la fabrication d'opsine, mais pas tout à fait la même opsine. Et alors ces différences sont liées aux nucléotides, donc au départ de la vidéo, à TCG qu'on voit, parce qu'ils peuvent un peu varier dans les différents chromosomes. Donc un allèle, si je résume, c'est la version différente d'un même gène, les allèles. Alors ici, on va voir que certaines fois les allèles sont les mêmes sur la même paire de chromosomes. Donc là, j'ai rajouté le gène C. On imagine l'individu a l'allèle C1 sur l'un de ses chromosomes, et sur le chromosome homologue, il a aussi l'allèle C1. Donc il y a 2 termes qu'il va falloir connaître. Quand un individu, alors que ce soit un humain, un insecte, une plante, peu importe, quand on a 2 fois le même allèle d'un gène, on dit qu'on est homozygote pour ce gène. Et si on a, comme dans le cas de par exemple B1 et B2, donc pour le gène B, on a 2 allèles différents, on dit qu'on est hétérozygote pour ce gène. Donc dans certains exercices où voilà, vous aurez des individus homozygotes, donc il faudra comprendre qu'ils n'ont qu'un seul allèle du même type, et ça va être important parce que lors de la reproduction, ils ne pourront donner dans leur gamète que cet allèle-là, et des individus seront hétérozygotes, et donc ils auront 2 allèles pour le même gène, donc ils pourront donner une version ou une autre version qui se retrouvera chez leurs descendants. Donc voilà pour le côté homozygote et hétérozygote. Alors on va voir l'allèle récessif et l'allèle dominant. Normalement vous devez savoir ce que ça veut dire, donc je reviens rapidement sur cette notion. Donc ici vous avez l'exemple pour le groupe sanguin
simplifié. Donc vous avez de gauche à droite plusieurs individus. Donc un premier individu qui serait AA, donc il aurait l'allèle A sur l'un des chromosomes, et sur le chromosome homologue, il aurait aussi l'allèle A. Dans ces cas-là, l'allèle A porte l'information de fabriquer une molécule qu'on appelle A, et qui est représentée ici par un triangle. Donc le phénotype de l'individu, il sera du groupe sanguin A. Donc il n'y a pas de notion de dominant ou de récessif, c'est le même allèle. Dans le deuxième exemple ici, vous avez l'allèle A et l'allèle O. Donc l'allèle A entraîne toujours la fabrication, permet toujours la fabrication de la molécule A qui se retrouve en triangle rouge. Par contre, là on le voit, l'allèle O ne porte pas l'information pour fabriquer de molécules. Donc il n'y a pas de molécule qui s'exprime quand vous avez l'allèle O pour le groupe sanguin. Donc l'individu est du groupe sanguin A, alors que dans son génotype, il est AO. Donc on peut dire ici que l'allèle A domine sur l'allèle O. Et donc l'allèle O, inversement, est récessif par rapport à l'allèle A. Donc voilà, et le dernier cas de figure, c'est le troisième exemple. Si vous avez l'allèle A et l'allèle B, l'allèle A entraîne la fabrication de molécules de type A, on les voit triangle rouge. L'allèle B, lui aussi, entraîne la fabrication de molécules un peu différentes, qu'on va appeler B, et elles se retrouvent figurées ici en triangle vert. Donc l'allèle A et B sont présents sur le génotype et sur le phénotype, car l'individu est de groupe sanguin AB. Donc on dit ici que les allèles AB sont codominants. Et donc ça, c'est assez important pour pas mal d'exercices. Et on verra au fur et à mesure de l'avancée du chapitre que ça nous est bien utile, cette notion d'allèle récessif et d'allèle dominant. Tac. Alors, comment on note ça sur une copie on va pas faire les dessins des chromosomes à chaque fois, donc on va noter ça en lettres. Alors, il y a des petites normes. Pour indiquer qu'on parle de gène, déjà, il faut utiliser des parenthèses. Donc, pour dire que c'est le génotype. On verra que plus tard, on utilisera des crochets pour indiquer qu'on parle de phénotype. Alors, on représente les chromosomes, on va le voir par un trait simple sur la copie. Et quand les gènes sont sur la même paire de chromosomes, on représente 2 traits pour chaque chromosome. Alors ici, notre exemple, le premier chromosome, on fait un trait, le deuxième, on fait un trait. Et on écrit le nom des allèles présents, donc A2B1C1 sur le premier chromosome et A1B4C1 sur le second chromosome, et on fait une parenthèse. Alors il n'y a pas besoin de mettre 2 fois par exemple l'allèle A2, parce que c'est la même copie sur chaque chromatide. Donc ça aussi, on avait abordé dans une autre vidéo, une chromatide était une photocopie parfaite de la première chromatide. Alors un peu plus compliqué, si on imagine maintenant 2 paires de gènes, donc dans la réalité c'est encore plus compliqué, on en a 23, il y a 20 000 gènes, on ne peut pas tous les écrire. Mais là, parfois, vous aurez à écrire des allèles pour 2 paires de chromosomes. Donc dans ces cas-là, la norme ne change pas, sauf que quand vous avez 2 paires de chromosomes, vous allez les séparer par une virgule, et vous allez réécrire donc pour l'autre chromosome dans la même forme que précédemment. Donc voilà ce que ça donne ici dans notre exemple. Maintenant, il existe parfois donc des gamètes où il n'y a qu'un chromosome par paire. Donc l'autre chromosome n'est pas là, il reviendra lors de la fécondation. Donc dans ces cas-là, ça ne change pas grand-chose pour vous, mais il faut faire attention. Donc vous écrivez pareil, avec un trait pour le chromosome, vous écrivez le nom des allèles, une virgule s'il y a 2 chromosomes, et vous fermez tout ça par une parenthèse. Donc voilà, vous savez à peu près écrire le génotype d'un individu. Alors pour écrire le phénotype, c'est pas très compliqué. Donc le phénotype, c'est le caractère exprimé, ça s'écrit avec des crochets. Donc ici par exemple, dans notre exemple, on n'a qu'un seul caractère, donc à chaque fois vous mettez un crochet. Et donc voilà, vous mettez la lettre A, AB, B. Alors, vous pouvez même écrire parfois en entier, groupe sanguin A, si vous avez le temps ou la place, ou L longue, corps noir, etc. Ça revient au même. Si vous avez par contre 2 caractères étudiés, donc 2 gènes en général, il va falloir les séparer par un point-virgule. Donc là, je n'ai pas mis. Pour terminer, donc, ce que vous allez devoir retenir après toute cette petite vidéo, ce sont tous ces termes-là. Alors, c'est des termes que vous connaissez pour la plupart, mais que vous ne maîtrisez pas. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous les connaissez bien, que vous les maîtrisez, que vous comprenez bien, que vous arrivez à les refaire, à les replacer sur un schéma. Donc, c'est super important pour toute la suite de la compréhension du brassage génétique en terminale S. Voilà, donc le brassage génétique, justement, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos.